Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique de Flo. Aujourd'hui, en pleine crise du Covid-19 et alors que la France vient de débuter son déconfinement progressif, nous allons parler de l'école des grands-parents européens, une école créée il y a 20 ans et qui a pour but de maintenir et de renforcer les liens intergénérationnels. Cette association joue évidemment un rôle majeur aujourd'hui en France dans la crise du Covid-19 quand on sait que pendant 2 mois, par exemple, les grands-parents ont été privés de leurs petits-enfants. Et à l'heure du déconfinement, certains grands-parents en sont encore privés. C'est pourquoi l'association réclame auprès du gouvernement la reconnaissance officielle sur les attestations de déplacement du motif garde des petits-enfants comme motif familial et impérieux. Pour en parler plus en détail avec nous, Régine Florin, elle est membre de l'association de l'école des grands-parents européens. Régine Florin, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter de répondre à nos questions. Alors, avant de parler de ces nombreux grands-parents qui sont encore privés, pour certains en France, de leurs petits-enfants dus à cette pandémie, présentez-nous cette école et quel rôle elle joue depuis sa création il y a 20 ans. Oui, effectivement, ça fait 20 ans et nous avons même 15 antennes régionales, puisque c'est une fédération qui existe sur toute la France. Et nous sommes le porte-parole de près de 16 millions de grands-parents en France. Et nous avons beaucoup d'activités dans le cadre écoute-échange. On a une ligne téléphonique, Allô grands-parents. Nous organisons des groupes de parole, des entretiens psychologiques, des médiations intergénérationnelles. Et comment ça se passe justement, en quelques mots, ces différentes activités là qui sont prévues? C'est souvent des interventions de grands-parents entre eux. Par exemple, les médiations intergénérationnelles, on a souvent des grands-parents qui peuvent avoir des soucis au niveau de la famille, quand il y a divorce, remariage, les enfants, les petits-enfants, ils peuvent appeler ce SOS Écoute Grands-parents. Et puis, on a également organisé des ateliers de langage, c'est-à-dire que des grands-parents, en binôme, on intervient dans des écoles maternelles à la demande des astites et on aide les moyennes sections et grandes sections dans l'acquisition du langage, sous forme de jeux, sous forme d'animation. Moi, j'interviens dans des écoles comme ça, sur Paris. Ça se fait sur Bordeaux, ça se fait sur Lyon. Donc voilà. Mais comme chaque école des grands-parents est quand même indépendante et s'organise en fonction des besoins de sa région. Et alors, il y a beaucoup de corps de métiers différents qui sont engagés dans cette association, c'est ça? Tout à fait. Des psychologues, assistantes sociales pour justement des entretiens psychologiques et la fameuse ligne Allô grands-parents. Lorsque on va dans les écoles, on a beaucoup de directrices et d'anciens professeurs des écoles qui nous accompagnent avec des formations qui sont mises en place tous les mois à l'école des grands-parents pour être très efficace auprès des enfants. Il y a également une grande activité avec 9000 tricoteuses bénévoles qui tricotent et toutes ces billettes sont recentrées et sont livrées à des bébés de mamans en difficulté. C'est des mamies super bénévoles, super punchy. Nous organisons régulièrement des colloques et des conférences. Personnellement, le colloque de 2017 c'était un colloque européen sur quels grands-parents pour quelle société, où nous avons accueilli l'association de grands-parents espagnole, une association de grands-parents de Malte, d'autres qui venaient du Danemark, d'autres qui venaient avec toute une analyse sociologique sur la grand-parentalité vécue en Europe, qui n'est pas du tout la même. Donc cette école est très active. Mais alors, c'est une association et pourquoi parle-t-on d'école? Parce que la fondatrice était la fondatrice de l'école des parents et éducateurs de Paris. Et donc, elle a repris simplement le mot école. On se pose beaucoup de questions, on se dit toujours est-ce qu'il faut le changer ou pas. Et puis, on se rend compte que finalement, on apprend à devenir grands-parents, comme on a appris à devenir parents. On apprend avec nos petits-enfants. Et en se rencontrant entre grands-parents, on échange. On échange des trucs, des astuces, des formations, des choses. Est-ce que finalement, c'est quand même une école apprenante d'une certaine manière de devenir grands-parents? C'est pas plus mal. Et alors, expliquez-nous finalement en quoi aujourd'hui, selon vous, les grands-parents jouent un rôle primordial pour les petits-enfants et qu'il est nécessaire de garder ce lien intergénérationnel. Alors, c'est fondamental au niveau de la transmission intergénérationnelle. On a la mémoire et on transmet beaucoup de valeurs et beaucoup de structuration et de racines à nos petits-enfants. Ça, c'est indéniable. Et nos petits-enfants crient actuellement à cœur et à crainte pour nous retrouver, pour nous revoir. On a envoyé un très mauvais message aux enfants. On leur a envoyé, on va pas voir papier-mâché parce que tu peux le tuer. Ils ont été considérés comme des vecteurs importants du virus et un regard sociétal très négatif a été posé sur l'enfance. Alors, je veux bien qu'on veuille nous protéger
On est assez grand pour se protéger nous-mêmes, on est assez grand pour discerner, on est assez grand pour réfléchir, pour prendre notre décision en toute âme et conscience, en tout discernement. Actuellement, à l'intérieur de 100 km, vous avez le droit de dépanner vos enfants qui veulent recommencer à bosser et garder vos petits-enfants. Au-delà de 100 km, point de salut, le Covid vous a rattrapé, vous a sauté dessus. Eh oui, c'est ça. Alors justement, je voudrais que l'on puisse évoquer ce qui préoccupe beaucoup l'association en cette période, c'est ce manque de lien entre grands-parents et petits-enfants dû à la pandémie. Vous qui êtes grand-mère, par exemple, comment l'avez-vous vécu ? Alors, nous avons développé à l'EGPIE 1001 manières, tous ensemble, de rester proches de nos petits-enfants. Nous savons utiliser un ordinateur et nous savons nous connecter. Donc, nous, on a vraiment développé des Zooms, des FaceTime, des WhatsApp, des jeux, des lectures. J'ai même eu des grand-mères qui me disaient, moi, je garde mes petits-enfants tous les après-midi pour que ma fille puisse travailler. J'ai tous mes petits-enfants sur Zoom, on lit, on joue à des jeux de société, je leur lis des livres en ligne. Et les enfants, les petits-enfants, qui sont quand même très perturbés par cette histoire de confinement, de déconfinement, d'école, de trucs, étaient contents d'avoir une oreille qui les écoutait. Ce sont nos enfants qui ont assuré tout, le télétravail, la scolarisation de leurs enfants, c'est lourd sur les épaules de nos enfants. Nos enfants qui ont entre 30 et 40 ans, moi je trouve que là, ils assurent beaucoup. C'est pour ça que quand ils appellent à l'aide au mois de mai pour repartir au boulot et qu'on leur dit non, c'est plus de 100 kilomètres, c'est une visite d'agrément, c'est ce qu'a répondu notre Premier ministre. Une visite d'agrément, c'est pas indispensable. Moi, je me dis que la France est bien riche, c'est tout. La France est riche parce que les grands-parents qui gardent régulièrement leurs petits-enfants, on leur dit pas 650 000 emplois à temps plein, on représente 650 000 emplois de manière hebdomadaire, 23 millions d'heures de garde hebdomadaire, on assure régulièrement nos petits-enfants. Et là, on ne nous dit pas non, restez chez vous, on n'a pas besoin de vous. Parce que c'est intégralement le message qu'on nous envoie. C'est vous êtes dangereux et vous êtes inutile. On peut quand même en appeler au discernement et au sens de la responsabilité individuelle des grands-parents. Vous avez l'impression, quelque part, que votre rôle, pendant ce confinement, finalement, n'a pas suffisamment été pris en compte ? Notre rôle a été totalement mis de côté et nous l'avons occupé de nous-mêmes. Les grands-parents se sont pas du tout laissés déboussoler et ils ont développé des contacts avec justement toutes ces technologies visuelles qui nous ont permis de rester en contact. Et puis la poste a servi à envoyer des cadeaux. Et puis donc on a continué à être très très présents. On a eu des dessins, des choses très présentes. On a même eu à l'école des grands-parents les animatrices des ateliers de langage qui ont aidé des parents qui n'arrivaient pas à suivre la scolarisation de leurs enfants. Parce qu'il y a des parents qui travaillaient beaucoup quand même dans les métiers indispensables et qui étaient un peu paumés pour suivre la scolarisation de leurs enfants. Et les animatrices des ateliers de langage, tous les matins, se connectaient avec ces enfants, même par téléphone, et les aidaient à faire leurs devoirs. Donc on a fait preuve de solidarité comme d'habitude, parce que c'est ça, les grands-parents. Et visiblement, ce n'était pas pareil en Espagne ou en Italie, par exemple, qui ont également été très touchés par la crise. Vous le confirmez ? Alors, j'ai eu les grands-parents espagnols et les grands-parents italiens. Il s'avère que en Italie et en Espagne, on est moins dans ce sens de une maison de placement pour les personnes âgées dépendantes comme en France, et qu'on a beaucoup plus tendance à garder les grands-parents soit chez soi, si on peut, le plus longtemps possible, soit dans leur propre maison avec des aides à domicile. C'est une autre stratégie. Et ils nous ont dit oh là là, le virus est arrivé, on a pris les grands-parents, on s'est tous mis ensemble en se disant si on doit mourir, on mourra tous ensemble. En tout cas, on laisse pas la grand-mère mourir dans son coin. Donc il y a eu un côté beaucoup plus on s'en occupe, alors que nous on a eu comme message vous lâchez les grands-parents, vous allez vous planquer. J'entendais une directrice d'école dire la dernière fois j'ai même pas 60 ans, j'ai 3 petits-enfants, on m'a interdit de les revoir alors que je vais redémarrer mon école avec plein d'enfants et mes collègues. Donc il y a un moment, il faudrait peut-être dire on n'est pas complètement fou, les grands-parents qui ont des soucis de santé, qui ont des problèmes, qui ont ceci, cela, qui se méfient, qui restent planqués. Évidemment, on n'appelle pas à l'insurrection ni à la folie, on n'est pas inconscient. Mais ceux qui sont bien, ceux qui sont en conseil de famille, on est resté 2 mois séparés, il n'y a rien qui est sorti, on fait attention, on respecte les gestes barrières, on passe pas son temps sur des bisous, on prend des distances. Moi, j'en entends plein maintenant des histoires. Les premiers temps, quand on a repris nos petits-enfants, on est resté à distance. On a maintenu les gestes barrières, on fait très attention et tout ça. Et puis ça fait maintenant 15 jours. Et puis on maintient les gestes barrières, les petits comprennent pas très bien, et puis maintenant on se rend compte il y a rien qui est sorti, rien de notre côté, on fait très attention, on n'est pas fou. Et alors le fait qu'aujourd'hui, au-delà des 100 km, par exemple, les petits-enfants
ne peuvent toujours pas rendre visite à leurs grands-parents ou vice-versa. Comment le vivez-vous? Pour beaucoup de grands-parents, c'est totalement irrationnel qu'à l'intérieur des 100 km ce soit possible, qu'au-delà des 100 km ce soit pas possible. Je crois que il y a le fait que comme il y a quelque chose qui est interdit, on se dit dans quelle mesure les gens se font pas finalement leurs petits arrangements entre eux. Voilà, on entend qu'il y a des grands-parents qui ont finalement, allez hop, ils ont retrouvé leurs petits-enfants, puis ils assurent. De toute façon, si on veut que la France redémarre, si les grands-parents sont pas là pour donner un coup de pouce, qu'est-ce qu'on fait des 650 000 nounous qu'on assure habituellement? On les a pas. Donc, moi, je trouve que s'il y a quelque chose qui est absurde, maintenant, il y a une autre priorité qui vient devant nous et qui est demandée à corps et à cri par tous, c'est quid des vacances scolaires? Parce que les parents vont travailler au mois de juillet, il y a même certains, même pour leur propre entreprise, qui risquent de travailler beaucoup plus pour remettre ceux qui sont dans l'hôtellerie, si ça redémarre, ils vont pas commencer à se dire, je me repose un peu. De toute façon, ils travaillent toujours en juillet, août, énormément. Donc nous, on est déjà réservés, entre guillemets, pour juillet, août, pour garder nos petits-enfants. Et par rapport à cette problématique, justement, des 100 km, vous avez saisi, je crois, les parlementaires récemment. Pour le moment, vous ne semblez pas encore être entendus. Alors, les parlementaires travaillent sur l'été, les vacances des enfants et les vacances petits-enfants et grands-parents pendant l'été. Ça, c'est quelque chose ils nous suivent attentivement. Je sais que dans le journal du dimanche, une des députées s'est exprimée. Et c'est quelque chose qu'il va falloir ajuster au fur et à mesure de l'état sanitaire de la France. On attend tous que ça s'arrange, on l'espère tous. Et si on se rend compte que fin mai, début juin, effectivement, un confinement bien mené et un déconfinement prudent ont porté leurs fruits, je pense que effectivement nos ministres vont nous dire c'est bien, on y va tout doucement et si on commence à rouvrir tout doucement des cinémas, des salles, de ceci, cela, il est évident que on rouvrira tranquillement, sans aucun problème, la période des vacances grands-parents, petits-enfants. Mais en tout cas, c'est indéniable dans la tête des Français. Alors, certains enfants donc sont de retour à l'école dès cette semaine, une décision qui est très décriée depuis le début. Vous qui avez des petits-enfants, justement, par rapport à cela, qu'en pensez-vous? Il n'était pas nécessaire, selon vous, d'attendre septembre? Alors, d'autres pays ont attendu septembre, mais on ne l'a pas suffisamment dit, que les Italiens sont systématiquement en vacances dès le mois de juin. Les vacances commencent le mois de juin, donc on comprend. Écoutez, nous, les grands-parents, on laisse nos enfants agir. C'est l'art d'être grands-parents. L'art de grands-parents, c'est de laisser l'autorité suprême à nos enfants. Et ce sont nos enfants qui décident. Comment vont-ils rescolariser leurs propres enfants qui sont nos petits-enfants? C'est à eux de décider. Ce sont des responsables. Maintenant, quand ils nous appellent à l'aide en disant « Bon, nous, on aimerait bien redémarrer, mais est-ce que tu peux me le garder, maman ?» et que l'on leur répond on peut pas parce que ça fait plus de 100 km, c'est là qu'on enrage. Ce sont nos enfants qui forment la population active de la France. Et alors par rapport aux enfants, justement, selon des scientifiques, les enfants seraient moins transmetteurs du virus. Et il y a d'ailleurs, je crois, une étude du professeur Cohen qui est très, très attendue ces jours-ci. C'est ça. On l'attend vraiment beaucoup, celle-là, parce que le début, ça a été une phrase qui nous a assez... tous un peu tétanisés, que les petits-enfants n'embrassent pas les grands-parents et même que les parents n'embrassent pas leurs petits-enfants. Les enfants sont des porteurs sains. Et puis est arrivée cette étude du professeur Cohen qui devrait sortir, j'aimerais bien voir les résultats, et qui dit finalement on se serait certainement trompé, on a assimilé ça à la grippe et ce n'est pas la grippe. Il ne se comporte pas de la même manière, ce virus. On apprend tous les jours avec ce virus. Et on entend des interviews au Danemark où on s'est rendu compte que les enfants, non, on n'a jamais eu des classes complètement contaminées, non. Même s'ils l'ont, ça fait pas. On entend en Suisse, ils ont autorisé les grands-parents à garder les petits-enfants. C'est reparti. Ils ont dit, le transmetteur n'est certainement pas les petits-enfants, c'est les parents qui sont les transmetteurs. Donc, quand vous échangez les enfants, les petits-enfants, pitié, ne faites pas des bisous à vos propres enfants. Mais vos petits-enfants, vous pouvez les prendre, ils risquent rien. Voilà, ça c'est ce qu'envoie la Suisse. Bon, on entend également des choses du Danemark, un peu de partout. On se dit, moi, on attend avec beaucoup d'impatience que l'étude du professeur Cohen soit publiée et nous dise véritablement ce qu'il en était. Mais j'entends également que les rassemblements devant les écoles où les parents se saluaient, s'embrassaient, étaient effectivement, c'est des rassemblements, c'est pourvoyeur de transmission, c'est clair, c'est clair. Vous en appelez clairement finalement un discernement finalement des grands-parents oui, là-dedans. J'en appelle à une responsabilité individuelle. J'en appelle aux contrôleurs
parce que en fait, ça se fait à la manière dont c'est contrôlé pendant les déplacements, que ce soit dans les gares ou que ce soit en voiture, sur les autoroutes. J'en appelle au contrôleur à tenir compte que la garde d'enfants peut être tout à fait un motif qui a été discuté en famille. Il suffit de faire une attestation sur l'honneur des enfants ou des grands-parents en disant qu'ils sont OK. Les grands-parents ne s'imposent pas, c'est les enfants qui le demandent. Les grands-parents sont partants. Mais ils sont vraiment partie prenante. Et s'ils sont fragiles, ils iront pas. Il y a plein de grands-parents terrorisés. Ils se sont enfermés et qui ne bougent plus. Voilà, chacun va s'arranger comme on peut. Mais on obtient également, avec cette histoire d'interdire aux grands-parents, des enfants qui vont dire, bon, c'est tout, je continue à être en congé maladie. Et puis au mois de juin, je passerai au chômage, puisque c'est ça qui a été dit, qu'on pouvait être en congé maladie pour garder ses enfants, qu'à partir du mois de juin, on devra fournir une preuve comme quoi l'école ne scolarise pas vos enfants. Mais si l'école n'a pas redémarré dans les collèges et dans tout ça, vous abandonnez pas non plus des enfants de 11-12 ans toute la journée seuls à la maison pour reprendre le boulot. Alors ça veut dire que la France paye les congés maladie, paye le chômage, paye ceci, paye cela, en disant bon, les grands-parents, 106 milliards d'euros, 650 000 emplois à temps plein, on n'en a pas besoin. On va s'en passer, ils n'ont pas besoin de venir nous aider, on se débrouille tout seul. Et puis voilà. Et les parents, ils disent, si c'est ça, moi finalement, je continue à rester à la maison, garder mes enfants. Eh bien, merci beaucoup Régine Florin de nous avoir répondu. On rappelle donc que vous êtes membre de l'école des grands-parents européens, une association créée il y a 20 ans et qui demande, face à cette crise, que les grands-parents prennent leurs responsabilités dans un esprit civique et qu'ils puissent assurer aussi la garde de leurs petits-enfants, même si la distance ne le permet pas toujours. Merci à vous. Merci à vous. Retrouvez cette interview sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, ainsi que sur ma chaîne YouTube, Florent Thierry, journaliste. Et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique.